Madame, bonjour, chers collègues, bonjour. Nous poursuivons nos auditions ce matin en recevant Francis Renaud. Bonjour. Vous êtes acteur, réalisateur et scénariste. Vous avez publié en 2017 La rage au cœur, un témoignage qui porte notamment sur votre parcours professionnel. Vous y dénoncez en particulier le droit de cuissage auquel un directeur de casting a tenté de vous soumettre, puis les avances appuyées d'un réalisateur, les scènes de sexe non prévues d'une réalisatrice qu'une réalisatrice vous a contraint à jouer. Vous avez d'ailleurs porté plainte contre 2 de ces personnalités, mais vos plaintes ont été, à ma connaissance, mais vous nous préciserez ça, je crois, classées pour cause de prescription. Quel impact ce livre a-t-il eu sur votre carrière? Vous avez fait l'objet de tentatives d'intimidation avant sa parution, et Olivier Marchal prévient en préface de votre livre que vous risquez fort d'être blacklisté. Donc ça, je voudrais que vous nous expliquiez, est-ce que ça a été le cas et pensez-vous que la situation ait évolué depuis avec l'émergence des mouvements MeToo, MeToo Garçons et les prises de parole fortes d'Adèle Haenel, Judith Godrèche et d'autres? Comment peut-on faire en sorte que la parole se libère et que les oreilles se débouchent, comme on nous l'a dit lors des premières auditions? Je rappelle que cette audition... Et je vous en remercie parce que je sais que ça n'est pas facile, mais je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure ». Et après, nous commencerons l'audition. Je le jure. Je vous remercie. Je vous laisse peut-être la parole pour un propos liminaire et ensuite nous poserons des questions. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai préféré personnellement écrire ce que j'avais à vous dire pour être précis et pas être submergé par certaines choses qui pourraient éventuellement me rompre le fil. Il y a 13 pages. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, non, ça n'a pas bougé. Les lanceurs d'alerte sont mis de côté, on est mis au banc. On fait un métier qui est magnifique, mais à un moment donné, quand on parle, ce métier ferme les rideaux et c'est fini pour nous. Voilà. Si vous me permettez de lire. Pardon ? Peut-être que 13 pages, c'est un peu long, mais allez-y, on verra. Alors, monsieur le rapporteur, madame la présidente, mesdames et messieurs, nous avions tous un rêve en commun, devenir acteur ou actrice. Mon histoire est celle aussi, malheureusement, de beaucoup d'autres qui ont subi des violences physiques, psychologiques, verbales, sexistes et qui ont été mises au banc de la société. Nos bourreaux, ces prédateurs du vice, sont nombreux et exercent en toute impunité au-dessus de tout soupçon. Ils sont dans différentes activités du spectacle qui regroupent le cinéma, l'audiovisuel, le théâtre, la musique, le chant, la danse et dans bien d'autres professions. Je ne suis pas du sérail et je ne suis pas un enfant de la balle. Je suis né en 1967 à Thionville, en Lorraine, fils d'ouvrier. Mon père est mort, j'avais 4 ans. Pour ne pas sombrer, je me suis accroché à ce rêve, devenir acteur. Je suis monté à Paris en 1985. Voici mon parcours de figurant à acteur. Je vais rencontrer ce directeur de casting, Gérard Moulevrier, au studio de Boulogne-Billancourt en 1988, via une chargée de fil, Pascal Béraud, qui me recommandera ce rendez-vous important pour ma carrière. Un personnage très influent, connu de toute la profession, des agents artistiques aux acteurs et producteurs. Gérard Moulevrier me fera faire quelques silhouettes et petits rôles. Pour nous faire connaître des directeurs de casting, nous devons faire des photos, un book et avoir un CV, un portrait et une photo de plein pied en général que nous laissons dans les productions. Elles finissent le plus souvent dans une poubelle ou sur un bureau. C'est comme ça qu'ils font leur marché. Gérard Moulevrier m'invitera un soir au théâtre. Il me fera du genou tout au long de cette pièce. Je serai pétrifié, assis dans ce fauteuil. Je sentirai sa main entre mes cuisses me toucher le sexe. Je ne saurais pas réagir, tétanisé, voulant fuir ce lieu devenu glauque. La pièce s'achève, je n'ose pas le regarder. Il m'invite à saluer les acteurs dans leur loge, en sa compagnie. Il est tard, plus de métro, je préfère partir. Il me raccompagnera en voiture, insistant, me parlant d'un projet de film, La sorcière de Marco Bellocchio. Gérard Moulevrier me propose d'être son assistant, en plus d'un rôle dans ce film. Nous sommes arrivés en bas de chez moi, il est lourd et pédant, il se rapproche et me prend par le cou et me dira ceci. Le droit de cuissage, ça existe, pour réussir, il faut coucher. Je le repousse, je retire sa main d'entre mes cuisses et sors de sa Fiat 500. À cette époque, je n'ai pas encore d'agent artistique. Je vais raconter cette histoire à mes camarades de cours. Je ne travaillerai plus avec lui et Pascal Béraud. Je continue à prospecter, à laisser des photos un peu partout dans l'espoir de pouvoir jouer. Quelques années après, je vais appeler une production qui prépare un film qui sera réalisé par Jean-Jacques Benex, IP5, l'île aux pachydermes.
Au téléphone, je me présente. Bonjour, je m'appelle Francis Renaud, je suis jeune acteur et j'aimerais rencontrer... Je suis interrompu par une voix que je reconnais qui me dira « C'est pas trop dur le métier pour toi ?» C'est Gérard Moulevrier au téléphone. Et il raccrochera. Me voilà blacklisté. Je n'ai pas accepté ses avances, je continue d'espérer, je vais de casting en casting. Robert Donat, un directeur de casting, me demandera de me masturber devant sa caméra. Je partirai désappointé. Anita Benoît, une directrice de casting, me recevra chez elle en talons aiguilles et porte-jartelles dans un peignoir ouvert très provocante. Je partirai lui laissant juste des photos. Julie Philippe, directrice de casting, lors d'essai pour un commissaire Moulin, me demandera d'y aller à fond et de la prendre par la suite dans son bureau, ce que je ne ferai pas. J'ai 20 ans et je ne lâcherai pas, comme tant d'autres qui ont préféré abandonner. Excusez-moi. Le pire est à venir et pourtant je m'accroche à ce rêve comme à la proue d'un navire en pleine tempête. Je vais rencontrer un samedi après-midi en 1990 André Téchiné, via le père d'un ami qui est affichiste et qui a une longue liste de numéros de téléphone de réalisateurs. Je vais donc appeler André Téchiné qui décrochera. Il me donnera rendez-vous dans un bistrot, l'Espoir, métro Maubert Mutualité, dans le 5e arrondissement de Paris. Il est très vite familier et me paraît sympathique. Il me parle de sa tante, du Sud-Ouest, de ses années au Cahier du cinéma. Je l'écoute, ébloui par ses mots. J'ai déjà vu Barocco et Hôtel des Amériques. Je lui demande comment était Patrick Devers sur le film. Il restera indifférent à cette question. Il me demandera de l'appeler dès le lundi pour que nous puissions nous revoir. Nous nous quittons, je rentre chez moi, des rêves plein la tête. Je m'imagine déjà en train de tourner pour lui. J'avais fait une figuration en 1987 dans son film Les Innocents avec Sandrine Bonner et Simon Delabrosse. Je vais revoir André Téchiné une fois par semaine durant plusieurs mois. Il me parlera d'un de ses assistants, Michel Bénat, qui prépare son premier long métrage, Le ciel de Paris. Il a un rôle important pour toi dans son film, me confiera André. André Téchiné me pose des questions et il écrit. Je lui parle de mon enfance, de la mort de mon père, d'une mère absente et qui reviendra un jour enceinte d'un autre homme après m'avoir laissé chez mes grands-parents paternels. D'une enfance maltraitée par un beau-père violent, trop violent dans ses coups et ses paroles. D'une jeune mère qui arrive et que je déteste déjà, lui l'enfant. D'un jeune frère qui arrive et que je déteste déjà, excusez-moi. Lui l'enfant aimé, moi l'accident, me dira ma mère un jour. C'est l'été, nous sommes à la terrasse d'un café, André Téchiné me prend la main et me caresse le bras en me disant « Francis, tu me perturbes, je n'arrive plus à écrire. Il faut que tu ailles plus loin. » Je suis stupéfait par sa demande que je refuse. Il se lèvera de table vexé et partira après avoir payé l'addition. Il me rappellera pour que je rencontre Michel Bénat qui prépare son film. Je dois rencontrer Michel Bénat chez lui. Il devait y avoir ce soir-là la script et quelques acteurs. Je vais me retrouver seul, face à face dans sa cuisine pour dîner. Nous nous retrouverons ensuite dans son salon, assis côte à côte sur un canapé. Il y a une table basse avec le scénario et un plan de travail. Il me propose le rôle principal de son film, puis me dira « J'ai envie de te sucer ». Je vais lui coller une droite. Il tombera sur ses genoux en larmes en me disant « Va-t'en, fuis, c'est le diable, il a brisé ma vie, c'est un monstre », en me parlant de Téchiné. Je rentre chez moi furieux, je l'appellerai et j'appellerai André Téchiné le lendemain pour le voir. Je suis chez lui et je lui dis « J'en ai marre de vos histoires de cul ». André Téchiné me répondra ceci « J'espère que tu n'as pas couché avec lui car il est séropositif ». J'ai cru devenir fou, je suis parti furieux, en colère. Comment as-tu pu m'envoyer chez ce type? Il savait, il aurait pu appeler les agents artistiques et les prévenir. Il aurait pu éviter la mort de Marc Fourastier qui interprétera le rôle que j'aurais dû jouer. Et malheureusement, Marc décédera du sida après le film, tout comme Michel Bénat. J'aurais pu coucher, moi aussi. Nous sommes des proies faciles. Nous n'avons pas de nom, nous ne sommes pas encore connus dans la profession. Ils ne feront jamais ça à Vincent Cassel, Clovis Cornillac, Victor Belmondo, Louis Garrel, et j'en passe. On me contactera quelques mois après pour me proposer de faire des essais dans un film d'André Téchiné. J'embrasse pas. Je suis assez surpris par cette demande. Je me rends à cette production pour faire des essais avec Philippe Landulci, un autre de ses assistants. Il me recontactera pour me dire que ça ne marche pas pour le rôle principal, mais il y a un autre rôle, un autre personnage, le frère. J'y retourne une seconde fois, en vain. Je comprends alors le message de Téchiné à travers ses essais de son pouvoir. Philippe Landulci m'invitera chez lui pour me parler d'un autre film qu'il prépare pour un autre réalisateur, Jean-Luc Reynaud. Il est plutôt agréable et courtois. Il habite dans un somptueux appartement rue Saint-Antoine, métro Saint-Paul. Il ne comprend pas pourquoi Téchiné ne m'a pas donné le rôle qu'interprétera Manuel Blanc aux côtés d'Emmanuel Béard. Il me trouve bon acteur. Je vais me retrouver sous l'emprise très vite de cet individu. J'avais pourtant résisté jusque-là. Aucune compromission, rien. Un jour, après avoir consommé une boisson, je vais me retrouver dans sa chambre sur son lit. Je ferme les yeux, je pense à autre chose. Il me fera une fellation et je partirai écœuré. Il me donnera un billet de 500 francs, un Pascal,
que je filerais à un SDF. La honte m'emporte, le silence aussi. Il me rappelle pour déjeuner avec lui, je vais jouer dans ce film de Jean-Luc Reynaud avec Guillaume Canet, Laurent Lafitte, un premier long métrage, Madame Verdoux. Un beau projet que nous tournerons et qui ne verra jamais le jour. Je suis chez lui un après-midi et insiste lourdement pour que je l'accompagne à nouveau dans sa chambre. Son mec n'est pas là. Il va dans la cuisine pour me faire un café, je me retrouve à nouveau sur son lit. Il va enlever mon pantalon et mon caleçon pour tenter de me pénétrer tout en me bloquant les bras. Il est sur moi, je sens son sexe entre mes cuisses, son poids, son corps, sa bouche. Je le repousse, je refuse. J'essaye de me sortir de cette situation grotesque et cauchemardesque. Je me lève rapidement et je me rhabille. Je quitte cet appartement, je vais me laver et ne rien dire. Je n'en parlerai jamais, sauf en février 2024, après avoir porté plainte contre lui, Gérard Moulevrier et André Téchiné. Philippe Landulfi n'a pas réussi à me sodomiser, mais ils ont réussi à nous briser. Je savais qu'il y aurait prescription, mais ils ne partiront pas les mains propres, et je l'ai fait sans doute tardivement, mais en soutien pour toutes les victimes et en solidarité avec MeToo. Les années passent, j'ai enfin trouvé un agent artistique, et je continue aussi les petits boulots, manutentionnaire, animateur à la ville de Paris. Je vais enfin pouvoir jouer en 93, 8 années après mon arrivée en 85 à Paris, dans un premier long métrage intitulé Pigalle de Karim Dridi. J'obtiendrai après ce film le prix spécial du jury à Genève en 1994 et le prix Michel Simon en 1996, mais je verrai aussi une chose pendant la fête de fin de film que je n'aurais jamais dû voir. Je vais y croiser Simon de Labrosse qui me dira ce soir-là avec qui tu as couché. Simon de Labrosse se suicidera le 17 avril 1998. Je lui répondrai avec personne avant de retrouver le réalisateur et le directeur de casting dans une salle au sous-sol. Il y a une jeune fille légèrement vêtue assise sur un lit de camp, voire même dénudée. Karim fume un joint, il y a une caméra sur pied branchée allumée. Le directeur de casting, Bobby Pacha, est surexcité, dans un état second. Il me demande de regarder dans l'œilleton de cette caméra. Il y a un carton rempli de petites cassettes, genre Betacam numérique sur une chaise. Je suis pris d'effroi. Une scène horrible, un vieux matelas, au sol plein de taches. Je vois une jeune fille brune que l'on jette sur cette couche immonde. Elle est nue et elle est violée par 3 individus, dont un qui filme. Je colle Bobby Pacha contre un mur, de rage. Je quitte cette fête, qui n'en sera pas une, mais un véritable cauchemar. Je vais en parler à ma copine de l'époque et à mon agent artistique, Daniel Guin, qui me suppliera de ne rien dire, car ma carrière risquerait de s'arrêter net. J'irai voir la police. Ils mettront 1 an à démanteler un gang de mafieux, des figurants professionnels à la retraite qui se faisaient passer pour des producteurs et qui rabattaient des jeunes filles sur les Champs-Élysées. Ces vieux briscards du spectacle proposaient à ces filles de faire des essais pour un réalisateur prestigieux pour le rôle principal d'un film. Les plus naïves montaient dans cette production fantôme rue de Berry. On leur offrait un verre avec du GHB, un psychotrope puissant utilisé à des fins médicales ou à des fins détournées. Une substance endogène appelée aussi la drogue du violeur. Si j'ai vu ça, bien d'autres ont dû voir aussi ces vidéos monstrueuses de jeunes filles violées par plusieurs individus. Mais le silence règne sous l'œil de l'omerta. Je vais enchaîner avec un autre film, Parfait amour de Catherine Breillat, inspiré d'un fait réel. Breillat me prendra pour le rôle principal sans faire d'essai. Après avoir vu Pigalle, je donnerai la réplique à plusieurs actrices pour le rôle féminin, dont à Christine Pascal, une actrice et réalisatrice qui avait réalisé ce magnifique film, Le Petit Prince a dit. Elle est aussi très proche de Breillat. Elles sont amies. Je déjeune un jour avec Christine Pascal qui me supplie de l'aider à avoir ce rôle. Malheureusement, Breillat ne la prendra pas et pourtant, elle avait été remarquable dans ses essais. Elle choisira une autre actrice. Christine Pascal se suicidera en août 1996. Un matin, sur le décor, dans un grand appartement à Dunkerque, je découvre dans une chambre plusieurs acteurs et actrices qui se chauffent dans des positions hardes et dans des râles insupportables. Alain Soral est là aussi. Breillat me présente Coralie, une actrice de film X. Coralie m'explique la scène de jeu. Elle est déjà en petite tenue très sexy. Je te fais une fellation tout en te mettant en préservatif et je monte sur toi pour te prendre. Je vais refuser, tout refuser. Et reprendre cette séquence en faisant semblant. Je ne retirerai rien. Je garderai mon caleçon sous les yeux de Soral un peu déçu. Catherine Breillat me le fera payer très cher. Je vais arrêter de tourner quelques heures en appelant mon agent Daniel Guin. Le lendemain, le producteur Georges Benayoun débarquera sur le plateau pour me dire « Je vais briser ta carrière ». Breillat avait essayé de me mettre dans son lit auparavant. J'avais refusé, tout comme ce soir-là, avant le tournage, où j'ai préféré partir de cette limousine où j'étais pris
en sandwich entre elle et un certain Schlumberger. Elle tentera de me briser devant toute son équipe, de m'humilier constamment. Je vous invite à lire le livre de Caroline Dusset, La Prédation. Un long réquisitoire contre Breillat et le monde du cinéma dominé par quelques puissants. Je ne veux plus subir tous leurs caprices infâmes, je veux crier au monde ce que j'ai vu, subi et entendu. Je commence à écrire un ouvrage. Je refuse les rôles glauques, je n'en peux plus, je rêve de jouer des héros, je ne tourne plus beaucoup pour le cinéma. Il y a le théâtre, mais j'ai un trac qui me paralyse. Je quitte Daniel Guin et cette agence cinéar devenue Talent Box. La télévision me permettra de m'épanouir dans d'autres registres comme acteur. En 1999, j'avais réalisé un téléfilm pour l'unité fiction Pierre Chevalier pour Arte intitulé Marie Nona, la Vierge et moi. Durant la préparation, Max Morel, directeur de casting, me sortira d'un carton différentes photos de jeunes actrices en me disant « tu peux les rencontrer et en plus elles couchent ». Je vais lui demander de remballer son carton et ses photos, de rentrer chez lui sur le champ, mettant un terme définitif à cette collaboration. Je ferai le casting des rôles moi-même, seul. Heureusement, je vais rencontrer un acteur passionné tout comme moi par le cinéma et qui passera à la réalisation, Olivier Marchal, à qui je vais tout raconter. Il va m'éloigner de ces êtres indésirables et me proposer des rôles dans quasiment tous ses films. Gangster, 36 quai des Orfèvres, MR73, Les Lyonnais, Section 0, Bronx, Overdose. Il écrira la préface de mon autobiographie des années plus tard, où il dépeint très bien ce milieu, ses abus, cette grande famille et toute cette hypocrisie et arrogance. En 2010, j'accepte de jouer dans un téléfilm pour France 2 réalisé par Serge Ménard. Je, François Villon, voleur, assassin, poète, d'après le roman de Jean Telet. Nous avons travaillé sur le scénario après une lecture, comme pour Breillat et d'autres scripts, ce qui nous permet de changer ou d'améliorer des scènes, des dialogues, avant de les jouer. Mais bien souvent, certains réalisateurs nous imposent tout de même ces séquences modifiées sur le tournage et reviennent à la première version. Là, nous tournons une séquence dans une cave. Villon vient de voler des pièces d'or et il a été surpris par un moine interprété par Jean-François Galotte. Il est derrière moi, il me serre contre lui pour simuler une sodomie dans cette scène que filme Serge Ménard qui me demandera de réagir. La caméra est en gros plan sur mon visage, je pense alors à la mère de Villon et je pleure. Il coupe la caméra en me disant « On l'a refait, on ne pleure pas, gueule ». Mais comment veux-tu que je gueule puisque je ne me suis jamais fait sodomiser? On refait une deuxième prise et là, l'acteur qui est derrière moi, Jean-François Galotte, va me mettre sa main dans mon caleçon à ma grande stupeur et il me touchera le sexe. J'arrête de tourner, je me retourne fou de rage, et il me glissera à l'oreille « C'est pas moi, je suis pas pédé ». Je regarde Serge Ménard qui se cache derrière son chef opérateur. Je vais quitter les lieux et ne pas tourner durant 2 heures. J'appelle Frédéric Moidon, Cher Média, mon nouvel agent. Je lui raconte cette séquence sordide. Elle va rire un instant et me dira de retourner jouer. Je suis sous contrat. Voilà ce que nous subissons. On pourrait parler aussi de Jean-Claude Brissot, réalisateur de Noces blanches, de Bruit et de Fureur, décédé depuis, mais malheureusement des actrices ont signalé ses comportements abjects avant qu'il ne parle. Abdelatif Keshish, accusé d'agression sexuelle, l'enquête sera classée sans suite. Les ravages du casting sauvage, dont Dominique Besnéard, Romain Brémond furent pionniers dans le genre à cette époque où tout était permis. Le pire comme le meilleur dans cette débauche où on vous offrait un rôle, un prix, de l'ombre à la lumière, de festival en festival, de Venise à Cannes, dans des palaces et des discothèques. C'est là aussi que beaucoup ont sombré dans ces nuits fauves avec la drogue, l'alcool et autres stupéfiants, dans ces niches et backrooms. Patrick Aurignac, réalisateur des Mémoires d'un jeune con, se suicidera en 1997, à son tour découvert par Dominique Besnéard. Simon de la Brosse, découvert par Dominique Besnéard, se suicidera après une belle carrière en 1998, il avait 32 ans. Gérald Thomassin, découvert par Dominique Besnéard, a disparu mystérieusement en 2019, sans parler des autres, de tous ces orphelins du 7e art. Quel gâchis! Tout le monde sait, personne ne dit rien. Trop d'argent en jeu et de saloperies, d'abus de pouvoir, de harcèlement, de viol, de manipulation et de mensonges. Ils sont très forts pour acheter votre silence par la suite. Si jamais vous avez percé et réussi dans le métier en vous proposant des rôles afin de vous taire. Du côté de chez France Télévisions, c'est pas mieux. Depuis l'arrivée d'Anne Holmès qui pratique le mensonge, l'ostracisme, la manipulation, pour vous faire disparaître du petit écran et mettre d'autres acteurs à votre place qui ne diront jamais rien. La place est bonne. Un jeune producteur me dira au sujet de cette personne, et en parlant de la directrice actuelle des programmes de la fiction française, « Tu peux y aller, elle aime ça ». Je tourne à l'époque dans cette série, Un village français.
le personnage de Jacques. Il n'y aura qu'une seule saison en ce qui me concerne. Frédéric Krivrine, le scénariste, m'annoncera la fin de cette aventure pour mon rôle de déserteur qui aurait pu trouver sa place dans les autres saisons qui suivront. Alain Tasma me propose de jouer dans son téléfilm Alias Caracalla, au cœur de la résistance. Le contrat signé, il m'appellera quelques jours après et me demandera ce qui s'est passé avec Anne Holmes, qui refusera de me faire travailler, tout comme avec Christian Bonnet, un autre réalisateur avec qui j'avais fait Longue Peine, quelques années auparavant. Elle mettra un refus sur tous mes projets de films avec des réalisateurs qui me solliciteront pour tourner avec eux et pour France TV. Elle arrivera à ses fins pour m'évincer de tout. Elle recevra un après-midi une scénariste accompagnée d'une productrice, Dominique Antoine, pour proposer à Anne Holmes un scénario, 1 an, 3 fois par semaine, écrit par Jennifer Miramont, que je connais bien. Anne Holmes ne portera aucun intérêt à cette histoire en humiliant son auteur. Jennifer me rapportera ses propos violents à son sujet. Le lendemain, j'appellerai Anne Holmes pour lui demander pourquoi elle avait été aussi dure avec mon épouse. Il y a eu un blanc. Et puis, je lui ai dit qu'elle ne savait pas lire les bons scénarios. Anne Holmes m'a répondu qu'elle n'avait pas à se justifier en me raccrochant au nez. Paul Zajderman m'appellera un peu plus tard, une responsable de la fiction chez France 2. Paul me demandera pourquoi j'ai traité Anne Holmes de salope et de perverse au téléphone, ce qui est faux. J'essaye de me faire entendre. Paul m'explique Anne Holmes, en larmes, est allé voir Rémi Fimelin, président à l'époque de ce paquebot qui est France Télévisions, pour lui porter ces mots, qui mettront un terme à ma carrière avec France TV sur beaucoup de projets. Olivier Marchal me confirmera qu'Anne Holmes me boycotte. Delphine Ernotte n'a jamais voulu me recevoir pour clarifier cette affaire sordide. Pourtant, entre cette série d'affaires Villemain, Le Cri et de nombreux téléfilms, j'ai beaucoup travaillé à une époque bien plus glorieuse et moins glauque, lorsque Patrick de Carolis était à la tête de cette grande maison du service public. Elle signera ainsi mon arrêt de mort, tant attendu par beaucoup. J'ai écrit tout ça dans mon autobiographie, excusez-moi, j'ai la bouche sèche, en 2018. Merci. Merci. J'ai écrit tout ça dans mon autobiographie, parue en 2018 chez Hugo et compagnie, La rage au cœur. Un mois avant sa parution, j'ai eu un message d'une personne sur Facebook que je devais appeler. Elle avait des révélations à me faire. Au téléphone, j'ai compris qu'elle ne minaudait pas. Elle connaissait bien ma première fille, qui était très amie avec sa fille. Elle m'a dit qu'ils l'avaient lu et qu'ils allaient me casser les jambes. Une épreuve de mon autobiographie a été envoyée à des individus. Il y a donc une taupe chez Hugo et compagnie. Mon éditrice me confirmera que non, évidemment. Je vais avoir une fenêtre très courte pour m'exprimer dans certains médias. Je vais pouvoir m'exprimer chez Valérie Benaïm, dans son émission C'est que de la télé, sur LCI, et chez Morandini. La rage au cœur est numéro 1 sur Amazon. Je passe devant Depardieu et David Lynch, me dit mon éditrice qui rêve d'un procès pour lui faire le buzz aussi. Il n'y aura aucun procès en diffamation et certains vont tout faire pour arrêter les ventes. Ils y arriveront. Plus de 2800 exemplaires seront vendus, malgré un boycott. On n'aime pas trop les lanceurs d'alerte dans ce pays. J'ai une pensée pour Boualem Sansal, à l'heure où j'écris ce texte. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai été suivi par une berline jusqu'à chez moi dans le Vexin. J'ai retrouvé son conducteur et le passager. Merci, mademoiselle. Lors de ma première dédicace à la librairie de la Main, dans le 1er arrondissement de Paris, ils sont rentrés à l'intérieur. L'un est venu se mettre en face de moi et l'autre a fait le tour de cette boutique. J'ai eu un accident de voiture en allant au Festival de Cognac pour une autre dédicace. Je roulais à 130 km/h lorsque j'ai perdu le contrôle de mon volant et des freins qui ne fonctionnaient plus. Par chance, j'ai pu m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence sans provoquer un accident. Ce véhicule a été en atelier une fois par an pour un entretien complet, comme il se doit. Nous avons dû vendre notre maison à perte. Ma deuxième fille, née d'un second mariage, va se retrouver dans un studio avec sa maman. Nous allons nous séparer pour d'autres raisons. Je vais me retrouver dans un logement social à Vernon. J'ai perdu mon statut d'intermittent du spectacle. Je me retrouve au RSA. Je suis devenu persona non grata. La double peine pour avoir déjà dénoncé tout ce que je vous ai lu ici, et ce depuis des années. Mais on vous demande de vous taire, de la boucler. Sous les conseils d'Olivier Marchal, j'appellerai le commissaire divisionnaire, M. Christophe Gavat, pour lui relater tous ces faits. Il me conseillera de prendre rendez-vous avec le procureur de la République du Val d'Oise, ce que je ne ferai pas, par crainte de déclencher une procédure judiciaire qui demande du temps et beaucoup d'énergie. Je rencontrerai à cette époque trop de problèmes étant fiché Banque de France depuis peu, suite à l'arrêt brutal de tous mes projets comme réalisateur et acteur.
J'avais déjà raconté mon histoire au Japon, à Tokyo, en 1996, où je présentais 2 films, Pigalle et Parfait Amour, à la presse. Mais une attachée de presse m'a trahi en appelant Unifrance Film à l'époque et en leur disant qu'il y avait un acteur français qui balançait tout sur un certain directeur de casting et un réalisateur très connu. L'omerta est un cancer qui brise trop de carrières. J'écris la suite actuellement pour que le public sache. Le 2 mars 2024 paraîtra mon interview filmée pour le Nouvel Obs, par Emmanuel Anison, grand reporter journaliste, sur ce récit. J'aurai beaucoup de soutien, de commentaires et de témoignages sur YouTube suite à cet entretien et sa diffusion. Je vais vous lire quelques témoignages. Bonjour. Cela fait tellement d'années maintenant que j'ai été la proie des velléités sexuelles d'André Téchiné. Contacté par Philippe Landulci pour une rencontre soi-disant professionnelle, j'ai été par la suite courtisé par Téchiné qui m'invitait ici et là pour des rencontres qu'il aurait voulu charnelles. Même mon agent d'alors, qui ne m'a jamais proposé aucun casting, s'est fendu alors de ce conseil. Il y a de belles histoires qui peuvent naître d'une telle rencontre. Téchiné, qui m'a finalement reçu chez lui dans le Marais, le long des quais, à mon souvenir, m'a confié qu'il faisait de ces rencontres cinématographiques des histoires d'amour et qu'il espérait que je ferais le premier pas. Au lieu de quoi, je battis en retraite. Là s'arrêta ma collaboration. Depuis, j'ai intégré l'école du Théâtre national de Strasbourg, où je n'ai plus eu affaire aux envies concupiscentes de réalisateurs en mal de sexe. Simon Bergala, qui heureusement pour moi était hétérosexuel comme je le suis, mais là n'est pas le débat, il porta son évolu sur une jeune élève de l'école afin d'asseoir son ascendant de pédagogue. André Téchiné via son avocate. Je suis évidemment désolé que Francis Renaud ait été embarrassé par mon approche verbale sentimentale maladroite lors de ce déjeuner. J'ai bien sûr eu tort à l'époque de ne pas avoir su percevoir que notre relation n'était pas à ses yeux sur un pied d'égalité en raison de mon statut de réalisateur. En revanche, je ne peux qu'exprimer mon incompréhension aujourd'hui face à ce dépôt de plainte pénale. Eh bien, je conclurai que, non, André, tu n'es pas sincèrement désolé, tu n'as fait que poursuivre une technique de drague par ascendant que tu as dû répéter à l'envi, ENVI, dans ta carrière de cinéaste prédateur. Si vous avez besoin d'un témoignage, croyez en mon soutien. Cordialement, P.J. Ruth 1 9954. Je suis un homme de 42 ans. Décembre 2000, j'ai été victime de Gérard Montlévrier. Pareil, il m'a emmené au théâtre, à la Comédie Française. Après, il m'a emmené voir une femme réalisatrice dans le 11e arrondissement de Paris. À cette époque, je vivais à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Il était très tard. J'ai demandé à Gérard de me raccompagner. Ce dernier a refusé, prétextant effectivement l'heure tardive, et m'a emmené chez lui. Il m'a fait rentrer dans sa chambre. J'avoue que je ne sais vraiment pas comment je me suis retrouvé nu dans son lit, lui en face de moi, m'a sorti son sexe. Il voulait que je lui fasse une fellation, ce que j'ai refusé. Je n'ai par la suite plus jamais revu Gérard et je n'ai jamais travaillé. Francis, je voulais vous remercier pour votre courage et vos mots. Nous sommes trop d'hommes à avoir subi des agressions et le traumatisme qui en découle. Demain, je serai interviewé pour l'émission C'est l'Hebdo qui passera samedi à 19h par Aurélie Casse au sujet du double viol que j'ai subi lors de mon service militaire. C'est votre courage qui m'a décidé à parler à mon tour à visage découvert. J'ai connu Téchiné aussi, lorsque j'étais au cours Florent, sans avoir vécu votre histoire. Je serai heureux de vous rencontrer ou de discuter avec vous un jour prochain, amicalement, Grégory. Bonjour, je peux apporter mon témoignage pour ton avocat. J'avoue que la presse, je ne suis pas prêt encore. Ce qui s'est passé avec les 2 que tu cites et d'autres remonte depuis à peu près 1 an. Je me suis fait aider par un psy et un kinésiologue, etc. Les murs de la culpabilité et de la honte sont tombés, mais j'ai encore du chemin. Et la presse, je ne suis pas encore prêt. J'admire ton courage et que ta parole soit libératrice pour les autres, pour ton avocat, avec plaisir. Bien à toi. D'autant que c'est un système rodé, Téchiné, Jacques Grant, etc. Jacques Grant, G-R-A-N-T. Message à l'attention de Francis Renaud. J'ai une histoire qui forcément ne vous surprendra pas. À la fin des années 90, un dénommé Christian, sans doute un pseudonyme, arriva au centre de secours des pompiers de Paris, de Courbevoie-la-Défense, afin de procéder à un casting pour André Téchiné. Son profil était simple. Il recherchait des blonds aux yeux bleus dans le but de faire partie de futurs figurants pour son prochain film. Pour faire court, on leur offrait un aller-retour en TGV, chambre offerte. Au final, André Téchiné leur proposait de l'argent s'ils acceptaient une fellation de sa part ou autre, si affinité. Toutes ces pièces constituent un dossier chez mon avocat, maître Mathieu Croiset. J'aimerais entendre plus de voix solidaires d'acteurs et d'actrices, d'agents artistiques, de producteurs, de distributeurs, de diffuseurs sur ce sujet qui devrait les sensibiliser et nous suivre dans ce combat afin d'éradiquer ce fléau et de redonner à ce merveilleux métier, le cinéma, ses lettres de noblesse. Il faut que ça change, que les coupables payent et que les victimes puissent retrouver le chemin du travail, des tournages, des projets et de la sérénité. Il faut abolir
prescription, changer les lois, ces lois obsolètes qui protègent ces prédateurs et enfoncent les victimes dans l'oubli. Aujourd'hui, j'ai dû solliciter des agences d'intérim comme SOS Intérim, Manpower, pour faire quelques missions, trouver du travail. Une réinsertion à 57 ans, c'est pas évident, surtout lorsque vous avez travaillé plus de 30 ans dans l'audiovisuel et le cinéma. Je ne tourne plus assez. Il n'y a que Fabrice Lambeau, producteur, qui me fait tourner en ses films actuellement, mais ce n'est pas suffisant. Soyons tous lucides et déterminés à stopper cette infamie qui touche bien trop d'humains dans tous les secteurs, et notamment le nôtre, qui doit ouvrir le chemin de la vérité et de la fermeté à l'égard de ces dérives. J'espère que Nicolas Seydoux, Sidonie Dumas, Raphaël Garcia, Rodolphe Belmer, Delphine Ernotte, Maxime Saada, Vincent Bolloré, Ghislain Gauthier, Rachida Dati, Bruno Patino et bien d'autres nous entendront et réagiront pour nous réhabiliter, loin de tout cynisme et ostracisme. Comme me l'a dit récemment mon avocat, sois fier de ton combat. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce combat puisse nous amener tous ici. Aujourd'hui, face à vous, entre ces murs, tout cela est bien triste mais plein d'espoir. Nous avons un devoir de protéger nos cadets et nos cadettes de ces prédateurs, connus et reconnus, célèbres ou pas. Ils doivent être condamnés et les victimes indemnisées, qu'elles puissent retrouver leurs fonctions, leurs droits et l'estime publique, leur dignité. Il faut faire tomber la loi du silence. Nous avons ce devoir d'informer, de dénoncer tous ces actes odieux, d'évoluer humainement, culturellement, pour le bien de cette société, avec un peu plus de spiritualité et moins d'avarice, mais avec panache. Je finirai avec cette citation de Samuel Johnson. Les grands accomplissements sont réussis non par la force, mais par la persévérance. Merci de m'avoir écouté. Et j'aimerais dédier cette commission d'enquête à Simon Delabrosse et à toutes les victimes de harcèlement sexuel, de viol, d'agression et d'abus de pouvoir dans ce monde. À Samira Bellil, Vernon, le 6 décembre 2024. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage extrêmement précis, détaillé et évidemment très fort. Bon, c'est difficile à la suite de ça de vous poser des questions. Moi, j'en ai déjà une, c'est quelle est votre situation aujourd'hui, économique, psychologique, comment allez-vous et que faites-vous aujourd'hui ? Alors, psychologique, ça va parce que je suis père de famille et j'ai 2 filles, donc je dois être présent, je dois être là, même si des fois j'ai des idées suicidaires, je vous le cache pas, mais j'essaye de rester debout. Financièrement, c'est la cata. Olivier Marchal m'a aidé dernièrement. Mon ex-épouse aussi m'a aidé beaucoup. Je ne tourne plus beaucoup. Je suis au RSA, et heureusement qu'il y a le RSA. Je fais des petits boulots. Récemment, j'ai travaillé pour SOS Intérim. Voilà, j'ai fait des missions, mais c'est difficile de trouver des jobs aussi. Sachant que j'écris aussi beaucoup des projets, un scénario qui a été encore refusé au CNC dernièrement. Voilà. Par Raphaël Garcia, un très beau projet qui s'appelle Le Chaos des flocons. On nous a dit non. On me dit non depuis très longtemps. On n'a pas envie de me voir derrière une caméra en train de réaliser ou de filmer des histoires. Et on n'a plus envie de me voir en tant qu'acteur. Là, j'ai fait un film cette année qui s'appelle Gibier, qui sortira en 2025 avec Olivier Gourmet, Kim Michelin, Rod Parado, Bruno Lochet. Réalisé par Abel Ferry, mais c'est pas assez. C'est produit par Fabrice Lambeau, mais il faudrait encore qu'il sorte, le film. C'est sur la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Monsieur le rapporteur, Erwan Balanon. Pardon ? Non, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Merci beaucoup pour ce témoignage. Aller dans le sens de Madame la Présidente, c'est assez difficile de rebondir et de vous poser des questions, tant le témoignage que vous nous avez proposé est violent. Enfin, les faits sont violents, c'est pas votre témoignage, évidemment. Donc c'est pas simple. Cela dit, on est là pour essayer d'avancer. Vous avez parlé d'une époque où vous avez dit cette époque où tout était permis. Donc dans votre propos, vous avez en réalité évoqué des faits qui commencent dès votre sortie d'école en réalité, jusque, si je comprends bien, à peu près 2004, c'est ça, ou plus loin encore. C'est juste un si vous pouviez préciser, mais c'est... Ça commence, je suis arrivé à Paris. Allez-y, oui. Parce que... En fait, juste pour mesure de précision, et pardon, c'est technique, mais les micros ici ne s'allument que un par un, donc il faut qu'il y en ait un qui soit éteint. Et donc j'éteins le mien. D'accord, voilà. ok. Et par ailleurs, ça déclenche la caméra, donc on ne peut pas parler en dehors des micros. D'accord, ok, merci.
Non, je suis arrivé à Paris le 27 septembre 1985, j'avais 18 ans. J'ai commencé en tant que figurant, j'ai fait beaucoup de petits boulots, et très très vite on a affaire à des prédateurs, à des gens qui vont. J'ai pas fait d'école. Enfin, j'ai été chez Vera Gregg, j'ai fait la franco-américaine chez Sarah German, j'ai fait le conservatoire d'arrondissement du 10e Bureau et Martiaux. Mais quand j'étais petit, j'étais dyslexique, donc j'avais beaucoup le trac. Et au théâtre, quand je devais m'exprimer, ou même dans les cours, c'était impossible. Déjà, j'avais été humilié par mon beau-père à l'époque, donc il fallait que je me reconstruise à travers la culture, les livres, voilà. Mais ces prédateurs-là, ils nous tombent dessus parce qu'on n'est pas connus. Et ce qui est terrible, et ça il faut le bannir, c'est les castings sauvages. Il ne faut pas faire de casting sauvage. Il y a des acteurs qui prennent des cours de théâtre, qui font ça pendant 2 ans, 3 ans, qui font le conservatoire, qui font la rue Blanche, qui font enfin voilà, le casting sauvage, c'est prendre des mômes, des jeunes filles dans la rue, les amener dans ce métier, les mettre au Raphaël dans une suite, leur proposer le rôle principal d'un film. Ils vont être comme Gérald Thomasin, qui a eu un prix, qui a eu un César pour le film de Doyon, Le Petit Criminel, je crois. Gérald, il est où aujourd'hui? Il est où? Il a disparu. C'est quoi tous ces... Ils nous prennent, on est ils font leur marché, et Simon de la Brosse. Mais Simon, il était beau, il a fait plein de films, il a été découvert par Dominique Besnéard à Montmartre, à la terrasse d'un bistrot. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dominique Besnéard? Simon, il se suicide. Il n'avait pas à se suicider, Simon. Il avait encore plein de films à faire. On ne se suicide pas à 32 ans. Et en plus, ces gens qui étaient séropositifs, qui ne mettaient pas de préservatif, étaient chinés, qui étaient au courant de tout ça. Mais c'est honteux. C'est pour ça que j'ai porté plainte aussi. Pour pas qu'ils partent les mains propres. André Téchiné. Je m'en fous qu'il m'ait piqué mon histoire. Mais il connaissait très bien Michel Bénat, qui a couché avec plein d'acteurs et qui a refilé le sida à des acteurs qui sont morts. Mais c'est dramatique. Monsieur le rapporteur et ensuite Monsieur Salmon. Est-ce que vous venez de nous parler des castings sauvages? Vous pouvez nous expliquer ce que vous appelez un casting sauvage? Comment ça se passe? Est-ce que c'était une pratique répandue? Est-ce que c'est une pratique à votre connaissance qui continue? Ou est-ce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que vous avez parlé d'une époque où tout était permis, est-ce que tout est encore permis selon vous? Qu'est-ce qu'on peut évidemment améliorer, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, évidemment c'est un peu sordide, mais ces castings sauvages, comment ça se passait? Ou comment ça se passe, si ça se passe toujours? Oui, c'est ça, merci. Alors, il y a toujours du casting sauvage, oui, peut-être un peu moins, heureusement. Comment ça se passe? Vous êtes démarché par des individus dans la rue, dans le métro, à la terrasse d'un café, partout. Ils viennent vous voir, ils vous regardent, t'es mignon, t'es mignonne, t'aimerais pas faire du cinéma, on a des essais à faire dans un endroit, si tu veux. Pour les gens bienveillants, parce qu'il y a des directeurs de casting qui sont aussi bienveillants, voilà, qui n'ont pas ce vice en eux. Ça a évité aussi à des jeunes acteurs et actrices de tomber dans ces griffes-là. Mais ils vous proposent des soirées, d'aller au théâtre, ils vous accompagnent, ils vous proposent un rôle. Surtout, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de jeunes acteurs qui se sont retrouvés à jouer leur propre rôle quelque part, mais qui ont été détruits après par l'argent, par les festivals. Quand vous allez à Venise, que vous êtes dans une chambre de bonne et que vous vous retrouvez à prendre le Vaporetto avec David Lynch ou avec Uma Thurman, et vous vous retrouvez dans une chambre, un palace avec beaucoup d'argent, le rôle principal, tout de suite il y a aussi ces soirées qui sont terribles, les soirées premières, studio à l'époque, avec beaucoup de cocaïne. Il n'y a que de la cocaïne dans le cinéma. Ça aussi, c'est un fléau. On tombe tous dedans. Moi, j'en ai pris un jour parce que ma copine en prenait et qu'il y avait des gens, et que j'ai reconnu un acteur qui en prenait, et pour pas être évincé et faire partie du club, j'en ai pris aussi pendant 5 ans. C'est une catastrophe. Faut pas prendre ça. Mais voilà, c'est terrible. C'est comme l'alcool, c'est violent. Non, mais c'est des carrières qui sont... Enfin, le casting sauvage, c'est Robert Donat qui me demande de masturber devant la caméra. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez entendu comme témoignage, mais j'espère qu'il y a eu beaucoup de témoignages aussi qui vont dans mon sens. J'espère qu'il y a des gens, des acteurs et des actrices qui ont eu ce courage de dénoncer aussi des gens. Parce qu'il faut dire les noms.
Pour l'instant, c'est un sujet compliqué, c'est-à-dire qu'on a beaucoup les institutionnels qui nous racontent et qui nous expliquent tous les dispositifs qu'ils ont mis en place et ils en mettent en place. Sur les témoignages précis, on va en avoir, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Je vous remercie d'ouvrir ce champ de la parole. Monsieur Salmon. Oui, merci Monsieur Renaud. Comme Madame la Présidente et Monsieur le rapporteur, je trouve que votre témoignage est très fort. Vous avez du courage de venir... vous l'aviez déjà fait dans un livre, et vous avez du courage de venir aujourd'hui nous présenter ce témoignage. Je vais rebondir sur la même phrase que monsieur le rapporteur. Vous avez dit à un moment, tout était permis. Est-ce que vous pensez, alors j'ai plusieurs petites questions autour de cette phrase qui pour moi m'a un peu perturbé, comme tout le monde. Est-ce que, si on considère que les noms que vous avez cités, que je ne veux pas renommer, mais vous l'avez fait sous serment, et puis comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu de plainte en diffamation quand vous l'avez déjà mis dans votre livre, donc nous avons toute raison de vous croire. Est-ce que si ces personnes s'en vont, donc d'ici quelques années, le temps faisant les choses, il n'y aura plus les problèmes où il faut quand même mettre des actions en place? Et est-ce qu'une des actions, par exemple, quand vous avez été victime de ces agissements, si vous aviez eu une main, un organisme à votre écoute pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir vous aider, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être mises en place pour vous aider au moment où vous avez été victime? Oui, déjà, mon premier agent, Daniel Guin, au lieu de me dire « tais-toi Francis, ne dis rien, ça te coûtera ta carrière », je ne suis pas carriériste, je ne suis pas un opportuniste, j'avais juste un rêve de gosse, c'était de devenir acteur, tout simplement. J'étais émerveillé par le cinéma. Le cinéma, c'est quelque chose de fantastique, on joue avec l'émotion, on raconte des histoires, on peut pleurer, on peut rire. C'est un univers que je ne connaissais pas, mais qui m'attirait énormément, encore maintenant, de toute façon. J'adore mon métier. Mais on aurait pu, oui, si les agents artistiques ne nous poussaient pas à nous taire. C'est l'omerta. C'est une vraie mafia. Ils se connaissent tous. Cécile Felsenberg, qui est à la tête du VBA, qui était chez Armedia, qui était chez VMA, elle connaît mon histoire. Frédéric Moidon, qui était mon dernier agent, connaît mon histoire. Je parle beaucoup. Les acteurs, vous savez, entre eux, ils parlent sur un plateau de tournage. On discute. Moi, le premier, je suis obligé de parler, sinon je serais déjà mort du cancer. Ça me permet, j'ai besoin d'écrire, c'est un exutoire. Et on a une bouche, c'est pas pour la fermer. On a une bouche, c'est pour s'expliquer, c'est pour parler, c'est pour crier, c'est pour se défendre. C'est pareil, on a des yeux, c'est pour regarder, c'est pas pour fermer les yeux. On aurait pu sauver des gens. On aurait pu sauver Simon de la Brosse. On aurait pu sauver, plein d'acteurs, ouais, qui ont même arrêté. Tous ces orphelins de la lumière, c'est un copain qui les appelle comme ça, qui ont arrêté ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu coucher. Parce qu'il fallait coucher. Parce qu'il fallait sucer. Mais moi, j'ai jamais voulu sucer pour faire ce métier ou avoir un rôle. Et j'imagine toutes les actrices et les acteurs pareils. Mais il y en a beaucoup qui parleront pas parce que vous avez la honte. La honte, et puis comme vous le dites, le risque sur la carrière qui est très manifeste. Moi, je voulais justement vous poser des questions sur les agents, puisque nous en avons auditionné 2 en huis clos cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, cette semaine. Et en effet, j'ai trouvé leur témoignage devant cette commission extrêmement décevant, pour ne pas dire moins. Et du coup, j'aimerais vous questionner sur le rôle de ces agents, parce que ça me semble être des acteurs, pas au sens métier, mais des maillons, peut-être on peut le dire comme ça, des maillons très importants dans l'organisation du métier, mais aussi dans l'omerta qui peut avoir lieu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et comment vous percevez leur rôle et du coup comment on pourrait débloquer aussi la situation avec eux? Alors, c'est un pilier qui a énormément de pouvoir. Il y a plusieurs piliers dans le cinéma. À une époque, c'était les distributeurs, il y avait les producteurs. Ils travaillaient de toute façon d'une manière différente, mais dans les années 80-90, Dominique Besnéard a amené quelque chose. Après avoir été directeur de casting, il s'est retrouvé agent artistique chez Armedia. Il avait ce pouvoir, cette chose d'amener vers lui énormément d'acteurs et d'actrices à travers le casting sauvage, sa réputation, de faire briller, de proposer des rôles, des choses comme ça. Mais il fallait rien dire. Mais Bertrand de Labbé est au courant de tout. Cécile Felsenberg, Frédéric Moidon. J'ai encore un agent dernièrement qui m'a dit « Écoute, moi je pourrais pas parler, mais j'ai des actrices au téléphone qui se plaignent de producteurs aujourd'hui encore. Viens dans mon bureau, tu me suces et tu auras un rôle. » En 2024.
Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Leur retirer leurs 10%, leur commission. Pourquoi ils se taisent? À cause de leurs 10%. C'est ça qui flingue le métier. C'est comme les directeurs de casting. À une époque, il n'y avait pas de directeur de casting. C'est comment ça s'appelait, une femme qui était revenue de New York, qui a créé ce poste dans les années 60, Margot Capelier, qui a créé ce directeur de casting. À une époque, c'était le réalisateur et le premier assistant qui faisait le casting. Et il n'y avait pas tous ces délires, tous ces obscènes autour d'envie. Mais non, mais on couche pas, on travaille, on est là. C'est un métier. On n'est pas là pour se prostituer. Et il y a eu une dérive avec des gens malhonnêtes, des prédateurs qui ont tout mélangé. Des gens comme Gérard Moult-Lévrier qui ont participé à ce... Moi, il m'appelait, il n'y a pas très longtemps, en 2024. Il m'appelle un matin, je décroche. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, c'est trop tard, Gérard. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a déjà eu 3 personnes qui m'ont appelé. Mais c'est terminé pour toi, Gérard. Il faut que les gens sachent qui tu es. Et les directeurs, enfin les agents artistiques, moi, j'ai honte pour eux. J'ai honte pour eux parce que ils devraient parler, ils devraient protéger. Leurs clients, on protège. Un avocat, il protège son client. Ils font rien du tout, les agents artistiques. Ils vont privilégier leur petit poulain qui ne dit rien, qui ne disent rien, qui ne parle pas, et on va faire du jardin, des Gilles Lelouch, on va faire un Pierre Ninet, on va faire on va faire des gens qui ne parlent pas, on va faire croire beaucoup de choses, on va enjoliver les choses, ça leur permet de rester entre eux, le gratin, mais ça pue tout ça. Je sais pas, il faudrait les condamner, ces gens-là. Ils sont responsables aussi de cette dérive, de l'omerta. J'invente rien. J'aurais jamais... venir ici, c'était pas mon souhait de venir ici et de vous parler. Mais j'ai une responsabilité en tant qu'acteur, en tant que comédien, c'est mon métier. Et par rapport à des gens qui demain vont faire ce métier, parce que c'est le plus beau métier du monde, mais on a affaire à des gens qui sont infâmes. Voilà. Et qui vous disent simplement tais-toi, qui vous font du chantage, les agents artistiques, tais-toi, sinon tu n'auras pas de carrière. Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et j'ai pas pu, j'ai commencé à parler très très tôt parce que voilà, pardon. Merci monsieur le rapporteur. Oui, merci. Vous avez évoqué des faits de fêtes avec des backrooms et vous avez aussi évoqué le fait que vous aviez été porté plainte, vous aviez signalé et qu'il y avait eu une enquête et qu'il y avait eu des personnes qu'il y avait eu un réseau démantelé dans votre témoignage. C'était à quelle époque? Et c'est étonnant parce que on a l'impression que ça s'est fait sans qu'il y ait de conséquences, sans de médiatisation de cette question-là. Donc, est-ce que vous pourriez nous rappeler les faits, les moments, pour que nous retrouvions la période à laquelle ça s'est passé et l'impact que ça avait eu à ce moment-là? C'était en 1993, sur le tournage de Pigalle, de Karim Dridi. On est en fête de fin de film. Le film sortira, je crois, en 94. Mais ce soir-là, je vais voir cette chose. On va me demander de rejoindre Karim, qui est dans un bunker. On avait rue André-Antoine. Ça avait été aménagé dans des anciens studios de son du côté de Pigalle, rue André-Antoine, pour que la production puisse y installer ses costumes, qu'on puisse être sur place. Ça a été un film assez éprouvant, mais bon, ça a été un rôle, je me suis investi dans ce personnage de Fifi qui n'était pas facile à interpréter. Si j'avais une autre, je ne l'aurais pas forcément fait, mais à un moment donné, on vous propose voilà, il fallait le faire, quoi. Et ce soir-là, je vais retrouver Karim Dridi qui est en bas, qui est en train de fumer un joint. Il y a un lit de camp, il y a une jeune fille de 16 ans qui est dénudée. Et il y a Bobby Pacha, surtout, qui est le directeur de casting. Il y a une caméra sur pied. C'est ce que je vous ai... et je vais regarder dans l'œilleton et je vais voir un lit tout sale avec plein de taches et une jeune fille... je sais pas, moins de 18 ans, qu'on jette sur le lit. Et là, je vois trois personnes d'un certain âge qui circulent autour d'elle, qui la violent. C'est filmé, et là, je me retire et je colle Bobby Pacha contre un mur. J'ai qu'une envie, et je vais partir. Je vais en parler à ma copine de l'époque, qui va être assez stupéfaite. Et le lendemain, je vais aller voir Daniel Guin, qui est chez Signard. Je vais tout lui raconter. Daniel Guin va me dire, Francis, tais-toi, ne dis absolument rien. C'est comme la presse, mais la presse, qu'est-ce qu'elle raconte? La presse, elle raconte rien. La presse. Alors, j'ai pas déposé plainte. J'ai été à la police
à cette époque-là. Et j'ai rencontré un inspecteur qui a pris mon témoignage. Donc je lui ai donné tous mes faits, je lui ai raconté ce que je vous raconte. Et j'ai su qu'un an après, ils ont démantelé un réseau de rabatteurs. Donc ça devait être dans les années 96, je crois, d'anciens figurants de métier qui se faisaient passer pour des producteurs sur les Champs-Élysées et qui rabattaient des jeunes filles qui venaient de la banlieue. Ils leur promettaient un rôle dans un film, le rôle principal. Il fallait qu'elles se déshabillent. Il y avait des essais qui étaient faits. Les filles les plus naïves, malheureusement, elles montaient dans cette production rue de Berry, qui était une production fantôme. Et là, on leur avait chez HB, quoi. Elles buvaient un verre et voilà, elles se retrouvaient dénudées sur un lit et elles étaient violées, c'était filmé. Et moi, j'ai vu un carton plein de cassettes, bétanum, des petites bêtas, vous savez, les cassettes VHS. Voilà, donc il y avait un réseau mafieux. On m'a donné le nom de ce réseau, je ne sais plus comment il s'appelait, mais ils étaient assez connus, le gang de... Mais bon, ils ont démantelé, ouais, ils ont fait un beau travail. Mais à l'époque, on m'a demandé de me taire. Olivier Marchal, c'est tout ça. Hein. Il y en a beaucoup qui connaissent cette histoire-là aussi. Karim Dridi, d'ailleurs. J'ai attendu qu'un jour que Karim Dridi m'appelle. Déjà à l'époque, on va au festival d'Avoriaz, peut-être en 97-98, il y a Michel Saint-Jean qui est là, qui est distributeur, et je vais lui mettre en face, je vais rappeler à Karim Dridi ce qui s'est passé, et je vais lui dire pourquoi tu n'as pas agi avec moi, pourquoi tu n'as pas essayé de savoir ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Il a pas, voilà. Mais il n'a pas, voilà, il a donc et après on s'est retrouvé. Karim Dridi m'a rappelé des années plus tard avec une productrice, on devait faire de Coltès combat de chiens et de nègres. J'ai refusé le rôle et devant sa productrice, je lui dis écoute Karim, tu te souviens de ce soir-là, de ce que j'ai vu dans l'œilleton de la caméra? Pourquoi t'as rien dit? Je l'ai planté, je me suis barré. Et j'avais une question complémentaire, parce que là, vous parlez essentiellement d'adultes, hormis ce que vous venez de décrire avec une femme dont vous dites qu'elle avait peut-être 16 ans, entre 16 et 18 ans. Est-ce que vous avez aussi été témoin de faits sur des enfants? Et est-ce que vous avez eu des tournages avec des enfants? Est-ce que vous avez vu des situations de vulnérabilité particulières sur les enfants? Je rallume, excusez-moi, Sandrine. Personnellement, non. Par contre, il y a des actrices qui m'ont parlé, dont une, dernièrement, qui a témoigné, et là, il y a un procès envers quelqu'un qui avait 26 ans, et là, elle avait 12 ans. Jennifer Miramont, qui a déposé plainte, qui a fait un entretien avec la Nouvelle Obs. Il y a une vidéo, d'ailleurs, malheureusement, sur YouTube, où elle raconte ce qui s'est passé avec... je peux dire le nom ou pas? Avec Niels Tavernier, qui est le fils de Bertrand Tavernier. Donc suite à cet entretien, il y a 2 autres personnes qui ont porté plainte. Mais bon, 12 ans. Qu'est-ce qu'on va faire à un enfant de 12 ans? Non mais franchement. Bref, sinon non. Sur les plateaux, non. Non. Et moi, je regarde, je protège, donc c'est impossible, quoi. Parce qu'on nous a aussi décrit des faits sur des castings sauvages, enfin, ouais. Pas dans cette commission encore, c'est des discussions que j'ai eues en marge, mais sur des castings sauvages d'enfants. Ouais. Monsieur le rapporteur, je vois que vous aviez une question. Non, juste, vous avez parlé là du... le chaos des flocons, c'était un projet de film, c'est tiré du livre de Madame Miramont, c'est ça? Ok, j'étais juste pour ma culture personnelle. Oui, tout à fait, ok. Donc... c'est un peu très paradoxal ce que je vais dire, mais vous avez fait des beaux films et vous avez eu une belle carrière. Tout le monde le reconnaît. On sait que vous étiez un grand acteur. Vous avez été primé, vous avez eu 2 prix, vous étiez un grand acteur. Ça fait 2 fois qu'on a des comédiens, comédiennes qui ont été des grands acteurs et qui à un moment donné ont été brisés. On voit bien, vous êtes quelqu'un vous avez été broyé par un système. Comment et vous avez expliqué aussi que des acteurs magnifiques se sont suicidés. Pourquoi comment on arrive à tenir un temps dans ce monde qui est compliqué? Moi, je vois votre passion, qui est une passion très forte et encore vivante de ce métier. Et moi, la question, c'est comment maintenant, aujourd'hui, on protège des gens qui ont envie de faire ce métier et qui ont envie d'être des acteurs et qui ont envie de faire des grands films. Parce que votre témoignage, c'est difficile, ça nous trouble un petit peu, évidemment. Mais vous nous décrivez, comme Sarah Forestier l'avait fait d'ailleurs, une machine à broyer. Et moi, la question, c'est est-ce
alors on a vu, on a perçu que le milieu avait fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que l'époque que vous nous décrivez, et j'espère, n'est plus la même aujourd'hui. Si vous pouvez nous donner des éléments là-dessus, c'est bien aussi, nous rassurer un petit peu. Mais comment on fait pour que tout cela n'arrive pas? Est-ce que vous auriez des propositions concrètes, en plus de toutes les réflexions qui sont en cours autour des coordinateurs d'intimité? Est-ce que c'est par exemple quelque chose qui vous semble important, c'est-à-dire que sur chaque tournage, il y ait une discussion avec quelqu'un qui est un spécialiste pour savoir comment on tourne une scène ou une scène d'intimité dénudée? Quelle vision vous avez là-dessus? Est-ce que par exemple... voilà, bon, c'est des questions en l'air un peu vastes, mais qui sont aussi issues du trouble que nous avons avec votre témoignage. Non, c'est une question... non, déjà, votre démarche, elle est extrêmement importante et positive à notre égard et à notre profession. Heureusement que vous êtes là pour faire cette commission d'enquête. Heureusement que les choses évoluent en 2024. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout, déjà parler, la prévention déjà. Ça s'appelle l'éducation aussi. C'est quand on fait une lecture, par exemple, au théâtre ou... la lecture d'un scénario, la responsabilité du réalisateur, c'est d'être bienveillant et de soutenir ses acteurs et ses actrices, d'en parler et de dire voilà, dites-moi s'il se passe quelque chose, je veux l'entendre. C'est aussi la responsabilité surtout du producteur. Mais aujourd'hui, les producteurs, ils ferment les yeux. Je ne connais pas un producteur qui, à part Fabrice Lambeau, qui moi me fait travailler, mais c'est pas... Voilà. Mais la plupart, le problème, c'est qu'il y a tellement d'argent. Le problème, c'est l'argent. On devrait arrêter de faire... je trouve ça indécent à un moment donné de prendre 500 000 euros pour un film. Donc c'est l'argent qui va corrompre, qui va abîmer un petit peu tout ça. Ce qu'il faut, c'est être intransigeant, ferme. Et ça devrait aussi venir des agents artistiques. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à créer. Et des lois aussi, je pense, pour protéger les enfants, déjà les mineurs surtout, parce que sur un tournage, il faut déjà, ils ne tournent pas à 8 heures, ils ont droit à que 4 heures, je crois, et c'est surtout faudrait qu'il y ait des intervenants et des gens qui puissent être là. Alors sur des scènes de sexe, je pense qu'il devrait y avoir des gens extérieurs du cinéma et présents et filmés, parce que vous avez des gens obscènes, malsains, qui vont revenir, comme Breya, Catherine, elle est épouvantable. Moi, j'ai pas été violée par Rocco Siffredi. Caroline Dusset, elle a quand même vécu des choses effroyables. Elle a été brisée. Ça aurait pu être une grande actrice, césarisée. Elle pourrait être aujourd'hui, voilà. Ça pourrait être, mais bon, on va vous mettre de côté. Mais non, il faut qu'il y ait des intervenants, créer des métiers à part, où sur chaque série, film, comme pour le Covid à l'époque, moi je me suis fait vacciner, on avait une infirmière qui était là du matin au soir. Voilà, et on faisait des tests. Et ben là, c'est pareil. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit habilité au sein de la production, qui soit même salarié, et que ce soit un nouveau poste, pour être là dans les scènes les plus troubles et les plus complexes. On ne fait pas du cinéma pour tourner des scènes de... Enfin voilà quoi, moi je préfère tourner avec Spielberg. Ça évolue un peu actuellement avec les coordinateurs et coordinatrices d'intimité. On en parle beaucoup dans cette commission d'enquête, même si c'est encore marginal. Après, ça ne résout pas tout ce que vous décrivez, qui est cette phase de casting, de pré-casting même d'une certaine manière. C'est-à-dire que presque pour avoir accès au casting, il faut déjà avoir fait allégeance à minima. On arrive à la fin de cette audition. Moi, je voulais vraiment vous remercier de votre témoignage et de sa force, de votre courage, vous dire que nous vous entendons, que nous respectons votre parole. Et je voudrais aussi envoyer un message en tant que présidente de cette commission d'enquête à la fin de votre témoignage pour dire à tous les acteurs, toutes les actrices, toutes les personnes qui travaillent dans ce monde et qui ont des choses à dire, que notre commission est un lieu où elles peuvent venir le dire, que leur parole sera respectée et entendue, et que grâce à elles, nous pourrons changer les choses. Merci beaucoup, monsieur.